Pour commencer cette vidéo, je vous propose une petite expérience. Je vais vous montrer un extrait vidéo que TF1 avait utilisé il y a quelques années pour promouvoir la série Le Mentaliste. Dans cette vidéo, vous allez voir deux équipes de 3 personnes chacune. Une équipe vêtue de veste noire et une autre vêtue de chemise blanche. Ces deux équipes vont se faire des passes avec un ballon. Et je vais vous demander de vous concentrer pour compter uniquement les passes que se font les gardes vêtus de blanc. Si vous en avez compté 24, félicitations. Mais avez-vous remarqué le cambrioleur qui a volé les 2 œuvres d'art juste sous votre nez? Cette vidéo est une adaptation d'une séquence plus ancienne qui a été utilisée dans une étude scientifique menée en 1999 par Daniel Simons et Christopher Chabris. Lors de cette étude, et avec la vidéo originale, les chercheurs ont demandé au sujet de compter le nombre de passes que se faisaient des étudiants habillés en blanc. Au milieu de la vidéo, une étudiante déguisée en gorille traversait l'écran, s'arrêtait au milieu et se frappait la poitrine avant de continuer son chemin. Elle était visible en tout 9 secondes sur les 40 que durait la séquence. Son apparition n'avait donc rien de furtif, au contraire. Pourtant, seulement 50% des sujets à qui les chercheurs ont montré la vidéo l'ont remarqué. Ce qui s'est passé chez ceux qui ont raté le gorille, c'est que le fait de se concentrer intensément sur le compte des passes des joueurs en blanc, tout en évitant de compter celles des joueurs en noir, a tellement saturé leurs ressources attentionnelles qu'ils n'en avaient tout simplement plus assez pour remarquer le gorille, même s'il se trouvait précisément là où les sujets pointaient leur regard. Parce que l'attention, c'est quelque chose qui demande de l'énergie, et surtout, c'est une ressource limitée. En fait, on parle souvent de projecteur attentionnel pour expliquer comment fonctionne l'attention. Exactement comme le faisceau lumineux d'une lampe torche, quand on concentre son attention très fort sur un point particulier, tout ce qui se passe autour, et parfois juste sous notre nez, nous échappe. Alors qu'au contraire, si on laisse notre attention flotter, sans la focaliser, elle reste disponible pour être attirée ailleurs. Et dans ce cas, on est bien meilleur pour repérer d'éventuels événements inhabituels qui pourraient se produire. Le fait de rater quelque chose d'important qui se passe sous vos yeux, à cause du fait que votre attention est focalisée sur autre chose, ça a un nom. On appelle ce phénomène la cécité d'inattention. Et ça peut aller très loin, comme vous allez pouvoir le constater dans cet extrait réalisé par l'équipe du célèbre mentaliste anglais Derren Brown, pour lequel je vous ai moi-même fait un doublage de qualité professionnelle aux petits oignons, pas piqués des hannetons dont vous me direz des nouvelles. Est-ce que vous connaissez ce quartier? Un petit peu, oui. Je cherche à me repérer. En fait, je suis même pas sûr de savoir où je suis. Oh, c'est relou. Oh, pardon. Est-ce que vous pourriez juste... Je voudrais vraiment savoir où je vais, en fait. On est là. D'accord. En fait, il faudrait aller par là, puis par là à gauche. Excusez-moi, brave dame. Êtes-vous d'ici? Non. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous cherchez? Piccadilly Circus. Piccadilly Circus? C'est par là. Attendez... Oh, excusez-moi, pardon. Désolé, quelle direction, madame? Je crois que c'est par là. D'accord, wesh. Alors faut que j'aille tout droit? Non, pas du tout. Il faudra commencer par aller dans cette direction. Ah ok, c'est par là. Excusez-moi, il faut qu'on y aille. Ah, d'accord, merci. Oh ma pauvre fille. On dirait bien que tu viens d'être victime de cécité cognitive, hein? Et encore, je vous ai passé cet extrait parce que l'image est pas trop pourrie. Mais il existe une autre version encore plus impressionnante. Excusez-moi, madame. Je cherche Reality Church. C'est par là, je crois bien. Où est-ce qu'on est sur la carte? Est-ce qu'on est là? Je crois plutôt qu'on est là. Poussez-vous, merci. Continuez. On est au niveau du pont, là. Vous allez traverser par là, puis descendre tout droit, tout le long de la rue. Ok, merci. Alors je vous vois là en train de vous moquer, mais vous devriez pas trop faire les malins, parce que vous aussi vous pouvez être victime de cécité d'inattention. Peut-être bien que là, maintenant, en ce moment même, pendant que vous êtes fasciné par cette passionnante vidéo YouTube, il se passe plein de trucs autour de vous et que vous êtes en train de les rater. Comme dans cette expérience menée par la marque alimentaire Dolmio.
L'expérience a été menée dans 4 familles parfaitement banales des temps modernes, c'est-à-dire où des enfants ont les yeux rivés sur leur tablette. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux, alors qu'autour d'eux, la réalité change. Les parents sont complices de l'expérience. Début modeste avec changement des tableaux au mur, aucune réaction. Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Alors, après avoir vu ces extraits vidéo, en principe vous devriez déjà être convaincu que vous pouvez rater des trucs qui se passent juste sous votre nez lorsque votre attention est sollicitée par autre chose. Mais ça, c'est que la moitié du problème. Si on en revient à l'expérience de Chabris et Simons, le fait qu'en moyenne 50% des gens ratent le gorille est déjà une information importante en soi, parce que ça signifie qu'il est possible d'être aveugle à un événement qui se déroule juste sous nos yeux, en plein centre de notre champ de vision. Mais dans l'étude originale, ce qui est vraiment frappant, c'est la réaction des sujets qui n'avaient rien remarqué. Quand on leur a annoncé qu'une personne déguisée en gorille était passée en plein centre de l'écran, la plupart des sujets avaient du mal à le croire. Ils pensaient qu'il était impossible d'avoir raté un événement aussi frappant. Ils étaient donc sûrs que le gorille n'avait jamais existé. Et même quand les chercheurs leur ont prouvé noir sur blanc qu'il y avait bien un gorille, en repassant la vidéo, certaines personnes les ont accusés d'avoir changé de vidéo. Ils faisaient bien plus confiance à leur sens, qui les avait pourtant trompés, qu'aux chercheurs. La conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est que non seulement on peut parfois ignorer des choses importantes qui se produisent juste sous notre nez, mais qu'en plus on est beaucoup trop sûr de nos capacités d'observation. Lorsque nous sommes victimes de cécité d'inattention, nous croyons être en pleine possession de nos moyens, alors que nous sommes inconscients de notre propre aveuglement. Et ça, c'est un vrai problème quand on essaye de téléphoner et de conduire en même temps. Ces 2 tâches sollicitent énormément les ressources attentionnelles. Et pour l'immense majorité des gens, le cerveau est incapable de réaliser ces 2 activités qui n'ont aucun rapport de façon simultanée. La conséquence, c'est qu'il accorde plus de ressources attentionnelles à l'une de ces 2 tâches au détriment de l'autre. Et ça, sans forcément qu'on s'en rende compte, et sans remarquer à quel point il exécute mal la tâche sur laquelle il est le moins concentré. La cécité d'inattention explique donc en grande partie pourquoi téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Dans une expérience menée par Ira Hyman en 2010, seulement 25% des sujets qui téléphonaient ont remarqué la présence d'un clown sur un monocycle qui passait près d'eux. 2 fois moins que les sujets qui ne téléphonaient pas. Et encore, dans l'expérience, les personnes étudiées ne conduisaient pas, elles marchaient. Du coup, si vous faites partie des personnes persuadées d'être capables de téléphoner tout en conduisant sans danger, eh bien soit vous avez des capacités d'attention bien supérieures à la moyenne, soit vous vous trompez. Mais en tout cas, vous n'êtes pas un bon juge, puisque même dans le cas où vous avez déjà manqué d'écraser des piétons ou de renverser des cyclistes pendant que vous étiez concentré sur votre conversation téléphonique, il est possible que vous ne l'ayez même pas remarqué. Jusque-là, on n'a parlé que d'une seule forme de cécité cognitive, la cécité d'inattention, qui revient à rater des choses parce qu'on a l'esprit focalisé ailleurs. Mais il en existe une seconde. Même lorsque notre attention n'est pas monopolisée, on échoue quand même à remarquer certaines choses qui se passent juste sous nos yeux. Regardez attentivement cet extrait. Quelqu'un dans cette pièce a assassiné Lord Smythe. Smythe. Qui, à 3h34 cet après-midi, a été brutalement assommé à mort avec un instrument contondant. Je veux que chacun de vous me disiez où il se trouvait au moment où cet odieux méfait a été commis. J'étais en train de polir le cuivre dans la chambre du maître, monsieur. J'étais en train de beurrer les nobles scones du Lord sous les escaliers. J'ai été en train de planter mes pétunias dans la cabane de jardin. Monsieur l'agent, arrêtez Lady Smythe. Mais comment avez-vous su? Voyons, madame. N'importe quel horticulteur vous le dira. On ne plante pas les pétunias avant le mois de mai. C'est seulement une question d'observation. Mais la véritable question, c'est à quel point vous êtes observateur. Au cours de cette scène, il y a eu 21 changements. Je vais vous passer la fin de la vidéo pour vous les montrer, mais avant ça, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous voulez d'abord prendre le temps de compter combien vous en avez remarqué. Et si vous avez un score qui vous rend fier de vous, faites-en part au monde entier en l'indiquant dans les commentaires. Sachant que j'ai déjà montré cette vidéo à beaucoup de monde, puisque je l'utilise dans mes cours, et pour l'instant, je n'ai jamais rencontré personne qui en avait repéré plus d'une douzaine. Allez, c'est parti pour le making-of du tournage de cette scène. Quelqu'un dans cette pièce a assassiné Lord Smythe. Smythe. Qui, à 3h34 cet après-midi,
a été brutalement assommé à mort avec un instrument contondant. Je veux que chacun de vous me disiez où il se trouvait au moment où cet odieux méfait a été commis. J'étais en train de polir le cuivre dans la chambre du maître, monsieur. J'étais en train de beurrer les nobles scones du lord sous les escaliers. J'ai été en train de planter mes pétunias dans la cabane de jardin. Monsieur l'agent, arrêtez Lady Smile. Mais comment avez-vous su? Cette vidéo illustre une seconde forme de cécité cognitive, qu'on appelle la cécité au changement. La cécité au changement est due au mode de fonctionnement du cerveau qui implique que celui-ci ne se fait jamais une représentation parfaite du monde, mais plutôt une reconstruction mentale partielle à partir des éléments qu'il juge pertinents. Le meilleur moyen de vous rendre compte de ce processus, c'est de vous projeter dans l'un de vos souvenirs. Par exemple, ce matin, quand vous avez pris votre petit déjeuner, vous vous rappelez probablement de la place que vous occupiez dans la cuisine, du temps qu'il faisait, et peut-être même du bol que vous avez utilisé pour manger vos céréales ou boire votre café. Surtout si vous y avez fait attention ou si vous avez l'habitude de choisir le même tous les matins. Mais est-ce que vous vous rappelez du nombre et de la position exacte de chacun de vos pétales de Frosties? Non. Pour vous rappeler la scène, votre esprit a reconstruit votre bol de céréales à partir d'un modèle de bol de céréales typique tel que vous l'imaginez. Et est-ce que vous vous rappelez quel motif ornait la petite cuillère que vous avez utilisée? Quelle quantité de céréales restait-il dans votre paquet? Quel couvert était en train de sécher sur l'égouttoir de l'évier? Tout ça, ce sont des détails que votre esprit a considérés comme sans importance au moment de votre petit déjeuner. Il ne les a donc pas enregistrés pour éviter de dépenser de l'énergie inutilement. En fait, la partie de votre cerveau chargée de vous représenter le monde et de coder de nouveaux souvenirs pour les ancrer en mémoire fait un tri drastique et ne retient des éléments que s'ils sont a priori importants et intéressants pour le futur. Et du coup, si votre cerveau ne fait pas attention à un certain élément parce qu'il le juge sans importance, cet élément ne fera pas partie de vos souvenirs. Donc, si cet élément change, vous n'allez pas pouvoir le remarquer puisque vous n'allez pas pouvoir le comparer à ce que vous avez enregistré en mémoire. Autre exemple, si je vous demande de vous souvenir du logo Apple, en principe vous devriez avoir une assez bonne confiance en votre capacité à le reconnaître. Vous savez que c'est une pomme avec une marque de morsure surmontée d'une petite feuille. Oui, mais la morsure est de quel côté? À droite ou à gauche? Et la feuille, elle est tournée dans quel sens? Si je vous montre plusieurs versions de ce logo et que je vous demande de retrouver la bonne, votre assurance à retrouver le vrai diminue subitement. Tout simplement parce que votre cerveau n'a pas jugé pertinent de se souvenir de ces détails pour enregistrer le logo dans sa mémoire. Et si je vous montre le logo BMW, le damier bleu et blanc est disposé de quelle façon? Et le logo Starbucks? Si vous voulez d'autres exemples de ce type, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook ou sur mon compte Twitter. J'ai prévu de vous en montrer quelques-uns. Je vous mets les liens sous la vidéo dans la description. Vous l'avez compris, la cécité au changement est fortement liée au niveau d'attention qu'on porte aux détails. Et en la matière, on n'est pas tous égaux. Certains d'entre nous sont plus observateurs que d'autres, ce qui explique que dans la vidéo avec le détective que je vous ai montré, certaines personnes arrivent bien mieux que d'autres à repérer les changements. Et dans la vie de tous les jours, on voit ces différences dans la capacité qu'ont nos proches à remarquer si on a changé de couleur ou de coupe de cheveux. Parce que si votre petit ami ne vous fait pas de compliments après que vous soyez allé chez le coiffeur, c'est probablement à cause de la cécité au changement qui l'empêche de voir une différence. Ça ne veut pas dire que vous n'avez aucune importance à ses yeux, simplement votre coupe de cheveux ne fait pas partie de ce que son cerveau enregistre comme important pour vous reconnaître. Pour elle ou lui, votre coiffure a le même statut que vos vêtements. Si vous en changez, il ou elle peut toujours vous reconnaître parce que vous êtes toujours vous-même. La cécité au changement pose un vrai problème au cours des enquêtes criminelles. Parce que si on se repose trop sur la description du suspect réalisée par un témoin oculaire d'un crime, non seulement ses souvenirs risquent de ne pas être fiables, mais en plus, comme l'ont montré les travaux d'Elizabeth Loftus, sa description de la scène peut être influencée par plein de facteurs, notamment la façon dont un enquêteur pose ses questions, ou bien les préjugés du témoin. Enfin, je soupçonne que la cécité au changement joue également un rôle dans les révisions scolaires. Parce que bien souvent, apprendre une leçon, ça revient à lutter contre le réflexe du cerveau qui veut économiser son énergie et qui ne voit pas pourquoi il en dépenserait à apprendre des trucs qui lui seront inutiles dans la vie. Comme la date du couronnement de Clovis par exemple, ou bien le développement et la réduction d'équations. Tout ça nous permet d'évoquer une notion fondamentale du fonctionnement du cerveau, qu'on appelle le principe d'économie cognitive. Traiter des informations, les mémoriser, réfléchir, porter attention à quelque chose, etc. Tout ça, ça demande des efforts. Des efforts qu'on perçoit au niveau psychologique, mais qui se traduisent aussi au niveau biologique, par une augmentation de la consommation de glucose par le cerveau. Et ces efforts, bien souvent, on n'a pas envie de les faire. Enfin, ça dépend. De la même façon que certaines personnes apprécient de faire des efforts physiques, il est possible d'apprécier de faire travailler son cerveau. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et surtout, ce n'est pas le cas tout le temps. Dans l'ensemble, nos cerveaux sont de vrais paresseux, qui font tout pour travailler le moins possible. Et pour ça, ils utilisent plusieurs stratégies. Par exemple, si un sujet vous intéresse et que vous avez le choix entre une vidéo et un article écrit avec des vrais mots
sans aucune image, vous allez naturellement être plus attiré par la vidéo, parce que ce média vous demandera moins d'effort mental. Ok, alors pour résumer, il existe deux sortes de cécité cognitive, la cécité d'inattention et la cécité au changement. Avec la première, on rate des événements dignes d'intérêt qui se déroulent juste sous nos yeux, parce que notre attention est activement mobilisée sur autre chose. Avec la seconde, on échoue à remarquer un changement qui a lieu sous nos yeux, car notre cerveau considère l'élément sur lequel porte le changement comme un détail sans importance, et ne s'y intéresse donc pas. Là, du coup, j'y vois que dalle, donc je vais pas pouvoir continuer comme ça. Pour conclure, je dirais qu'on utilise le terme cécité par abus de langage. Parce que même si tous les exemples qu'on a vus concernaient la vue, la cécité cognitive peut concerner tous les sens. Des chercheurs ont par exemple réalisé des expériences avec des écouteurs qui diffusaient des sons différents à droite et à gauche. Et si les sujets se concentraient seulement sur un côté, ils remarquaient plus difficilement ce qui se passait de l'autre côté, même quand on appelait leur prénom. Pierre, présent. Cette fois, je vous épargne mes supplications à vous abonner, à activer la petite cloche, tout ça. Par contre, une vidéo comme ça, ce serait dommage de la garder pour vous. Du coup, pensez à la diffuser autour de vous si elle vous a plu. Je tiens aussi à remercier du fond du cœur les tipeurs qui ont choisi de soutenir financièrement la chaîne sur Tipeee. Si je peux accorder du temps à créer ces vidéos, c'est grâce à vous. En fait, pour moi, vous êtes des héros.